notion de rappel sur le COPS, qui nous sommes. Le COPS, c'est un pôle ressources, c'est une communauté de pratique qui rassemble des acteurs, structures, mais aussi patients, représentants d'usagers, représentants d'associations, acteurs de la formation. On en passe et des meilleurs. Vous pouvez aller regarder sur le site les différents types d'acteurs qui ont des expériences et des savoirs, compétences complémentaires et qui sont engagés dans une dynamique. C'est vraiment, on est vraiment fédérés autour d'une dynamique et donc c'est une démarche qui encourage, comme vous le voyez, la collaboration entre usagers, citoyens, patients, proches aidants, acteurs du soin et de l'accompagnement médico-social, acteurs de la formation et de la recherche. On essaye de co-construire ensemble, de co-décider et de co-mettre en œuvre et de co-évaluer les projets de santé de chacun et de tous. Alors, le COPS, c'est 4 missions principales qui sont aussi bien imbriquées les unes dans les autres. Je ne vais pas forcément les détailler. Vous pouvez retrouver nos missions sur la plateforme partenariat-en-santé.org. Donc, la première action, c'est communiquer, c'est-à-dire c'est promouvoir et diffuser la culture du partenariat en santé, notamment au travers d'outils, de ressources que vous pouvez trouver toujours sur la plateforme à disposition. C'est faciliter, donc c'est accompagner le déploiement du partenariat en santé auprès des équipes, des professionnels, des structures, mais aussi auprès des patients et des proches aidants partenaires. Et donc de professionnaliser les acteurs dans leur pratique de partenariat en santé. C'est partager, c'est animer un réseau et donc notamment les webinaires, mais font partie de cette mission, mais il y a plein d'autres animations qu'on propose. Une journée régionale, des ateliers d'échange de pratiques, un répertoire des acteurs engagés dans cette dynamique en Occitanie. Et puis, la dernière partie, c'est analyser. Et pour ça, on a fait déjà un baromètre annuel du partenariat en santé dans la région Occitanie et dont les résultats seront prochainement publiés. Voilà, si vous voulez approfondir ce qu'on vient de vous présenter, vous pouvez vraiment aller consulter la plateforme, tout est détaillé. Et voilà. Alors, je crois qu'il est temps de laisser la parole à Patrick. Alors, le sujet de ce webinaire, donc, c'est la présentation de l'analyse des perspectives d'une recherche intervention en Occitanie. Patrick Lartiguet, pour ceux qui ne le connaissent pas, docteur en sciences de l'éducation et de la formation, chercheur partenaire, éducation, formation, travail, savoir, pour l'université Toulouse-Jean Jaurès. Et Patrick, je vais te laisser la parole, c'est plus simple, et nous laisser te présenter ton projet de recherche. Eh bien, merci Amanda, merci Claude et bonjour à tous. Donc, je vais partager mon écran. Voilà. Donc, a priori, vous avez mon écran. Donc, effectivement, à l'invitation d'Amanda et Claude, je vais vous présenter la recherche-intervention qui s'est déroulée en Occitanie et qui m'a conduit à soutenir une thèse qui est intitulée « Du paternalisme médical au partenariat en santé, caractérisation et modélisation du processus d'émancipation par le croisement des savoirs dans la recherche-intervention ». Le titre, déjà en soi, est bien compliqué. Donc, ce projet de thèse, ça a été de regarder qu'est-ce qui se passe quand des acteurs pluriels, qui soient patients, partenaires, proches aidants, représentants du usager, associations du système de santé, professionnels de santé, des soins, cliniques et éducatifs, de la formation, chercheurs, mais également institutionnels, se mettent ensemble pour co-construire le changement. Et donc, ma thèse a souhaité un petit peu prendre de la hauteur et regarder ce qui se passe quand tous ces acteurs se mettent à travailler ensemble. Donc, en termes de plan, on est quand même sur un déjeuner recherche. Donc, je vais être vraiment dans cette thématique-là. Et donc, une première partie où je vais vous présenter, et je vais y aller tranquillement sur les mots pour les expliquer au fur et à mesure, ce qu'on appelle les orientations épistémologiques, conceptuelles et méthodologiques qui a été opérant tout au long de cette recherche, mon propre positionnement de chercheur,
euh, je vais revenir sur les enjeux d'une recherche-intervention avec un tiret entre recherche et intervention. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Revenir sur l'objet de recherche. Vous parlez des choix théoriques, méthodologiques que j'ai mis en œuvre pour pouvoir élaborer donc, cette recherche. Je parle du dispositif qui a été mis en place, de l'ARI, de la recherche-intervention partenariat en santé qui a été mise en place donc, dans la région. Et enfin, les résultats de la recherche, à savoir une contribution à une modélisation du processus d'émancipation par le croisement des savoirs dans la recherche-intervention. Pour commencer, effectivement, c'est important quand on est dans la recherche de dire avec quel regard on envisage la recherche. C'est ce qu'on appelle le positionnement du chercheur et également la posture épistémologique. Un mot un petit peu barbare, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'à un moment donné, vous voyez, j'ai des lunettes. Et ce qui veut dire, c'est qu'avec ces lunettes, je vois la réalité d'une certaine manière. Si j'enlève mes lunettes, d'une part, ça sera flou et je ne verrai pas ce qu'il y a autour de moi de la même manière. Donc, quand on parle de posture épistémologique, ça va être de bien décrire quelles sont les lunettes qu'on porte pour faire une recherche. Et donc, effectivement, ça me semble important là de dire que en tant que chercheur, je me définis par un double positionnement de chercheur-patient. Et ça, c'était important pour moi d'être bien clair et d'assumer ce positionnement. Je fais la recherche d'une certaine manière, avec un certain regard, dans la mesure où je suis patient. Je fais une recherche également en tant que chercheur intervenant, et vous allez voir tout à l'heure ce que ça veut dire d'intervenir dans une recherche. Et dans tous les cas, et les mots sont importants, j'ai une première identité de chercheur. Quand je parle de positionnement de chercheur-patient, ça veut dire que je regarde la réalité avec une expérience de la vulnérabilité que, au cours de mon histoire de vie, j'ai pu partager avec mes pairs dans une perspective d'hétéro-adaptation. Ça veut dire que j'ai pu m'adapter à la vie avec la maladie dans mon enrôlement dans des associations de patients et qui m'a permis d'élaborer, je reprends la caractérisation d'Olivia Gross et de Rémi Gagnère, qui m'a permis d'élaborer des savoirs patients situés, qui n'ont plus rien à voir avec la pathologie, mais qui sont des savoirs qui traversent l'ensemble des maladies. Ça, c'est plus pour dire à un moment donné que je vais regarder la réalité avec cette perspective-là. Autre perspective, c'est que je fais partie du milieu associatif, donc j'ai un engagement politique au premier sens du terme, engagement politique, c'est-à-dire un citoyen engagé dans la cité. Hein, et par définition, dans la mesure où je suis engagé, je suis militant au sens de Robert et Marcel, et donc qui définissent la militance ou l'engagement politique comme un rapport pragmatique de l'engagement, à savoir d'être pour quelque chose, pour une certaine vision du monde, et pas forcément être contre quelque chose. Ma vision militante, effectivement, c'est de construire une autre réalité du monde. Et enfin, pour pouvoir quand même élaborer un positionnement des chercheurs, j'ai entrepris ce que Julien appelle un détour par la Chine, notamment par un double parcours en master santé publique à Bobigny et en sciences de l'éducation et de la formation, donc un double master qui m'a permis effectivement progressivement de prendre la distance par rapport à ces postures pour développer un positionnement de chercheur. Pourquoi je vous explique ça? Ça veut dire qu'assez rapidement, dans mon histoire de vie, moi, j'ai perçu des tensions entre ce qu'on va appeler des savoirs procéduraux, les savoirs issus les savoirs académiques, scientifiques ou cliniques, et la réalité du vécu. Confronté au phénomène de la maladie, à la phénoménalité de la maladie, le sujet, dans une dynamique de transformation de soi, peut produire un nouveau savoir dans une perspective utilitaire. C'est ce qui m'a permis, moi, de caractériser
ce qu'est un savoir patient et qu'effectivement, au-delà des savoirs procéduraux, j'assume l'idée qu'il existe des savoirs sensibles, affectifs et utilitaires pour vivre avec la maladie. Au cours de mon parcours, j'ai également pu voir la fonction sociale des savoirs, ce que Olivia Gross et Rémi Gagnère appellent des injustices épistémiques. Quand ils disent ça, ça veut dire qu'il y a systématiquement des savoirs qui sont mis de côté au profit plutôt des savoirs scientifiques, et que donc, quelque part, le savoir est intimement lié au pouvoir, ce qui fait que de mon histoire de vie, j'ai pu travailler déjà sur cette notion de savoir et de la fonction sociale des savoirs. Ça, c'est une première, je dirais, slide qui explique mon positionnement de chercheur. Deuxième chose, c'est que je suis résolument ancré en sciences de l'éducation et de la formation, qui notamment vise l'utilité sociale de la recherche. Ce n'est pas de la recherche pour de la recherche, c'est le fameux lien science et action. Donc, l'ancrage en sciences de l'éducation et de la formation, et notamment dans mon laboratoire de recherche, vise une recherche qui soit utile à la société. Et donc, la recherche-intervention avec un trait d'union est une démarche qui a été théorisée pour accompagner le changement. Le trait d'union, ma chère Amanda, montre l'interfécondité entre la recherche et l'intervention. La recherche ne peut pas se faire sans l'intervention et l'intervention ne peut pas se faire sans la recherche. Et donc, classiquement, dans les apports théoriques de la recherche-intervention, on parle d'une triple visée. La visée de transformation, puisqu'on est dans l'accompagnement du changement, c'est le pour. Une visée de recherche heuristique, le sur. Et également une visée, on va dire, d'évolution des acteurs, d'émancipation. C'est le troisième, donc prenons le par. Et un principe qui est affermi, c'est le avec, la démarche participative, puisqu'on considère que l'accompagnement du changement se fait avec les acteurs. Et donc, cette recherche-intervention prévoit la mise en place d'un dispositif très particulier qu'on appelle le TESS, le tiers-espace socio-scientifique, pour justement se placer entre la sphère interventionnelle, la sphère socio-professionnelle et la sphère recherche. Et enfin, autre ancrage théorique, c'est que la recherche-intervention prévoit l'action, l'intervention du chercheur. On n'est pas en train de regarder ce qui se passe, mais on est pleinement engagé dans le dispositif de recherche. Ce qui nous amène effectivement à avoir un positionnement, et là je reprends certains auteurs, notamment Santos, qui parlent de scientifique social critique, qui affirme ce qu'on appelle une visée politique de la recherche. La visée politique, je le rappelle, c'est la transformation de la cité. Cette idée également du marcheur de Machado, pour ceux qui connaissent Antonio Machado, qui le chemin se fait en marchant. Et enfin, j'emploie également la figure de méthodologue, d'éteigneur pour accompagner le changement. Si on rentre un peu plus dans le concret, à l'origine, il y a une demande sociale que moi j'ai pu étudier au cours de la rédaction de la thèse, qui est de l'approche du partenariat en santé. Qui s'inscrit dans le courant des actions des associations de patients, notamment dans les années 80, les lois instaurant la démocratie sanitaire, les lois de 2002 de Kouchner, fait que le savoir des malades est un fait social et que aujourd'hui, le patient, la personne en soins, souhaite être pleinement engagé dans le système de santé. C'est une domaine sociale qui est médiatisée. Si l'on regarde la stratégie nationale de santé, les recommandations HAS, aujourd'hui, il y a une vraie volonté institutionnelle pour encourager l'engagement des usagers, du patient dans le système de santé. Lors de mon Master 2 en sciences de l'éducation, moi j'ai pu faire un stage qui m'a amené notamment à participer d'une certaine manière à l'écriture du projet régional de santé Occitanie. Et le projet régional de santé Occitanie 2018-2022 a inscrit comme priorité régionale opérationnelle
l'accompagnement du changement que représente le partenariat en santé et qui a permis de contractualiser une commande entre mon laboratoire de recherche, l'UMR EFTS, et donc l'ARS, pour accompagner le changement partenariat en santé. Et là, on est vraiment dans la spécificité d'une recherche-intervention, une demande sociale, une commande et un commanditaire qui est l'ARS. Donc, cette recherche a été financée par l'ARS Occitanie. Je vous l'ai dit tout à l'heure, donc on a pu mettre en place, à partir de cette contractualisation, un dispositif, le tiers espace socio-scientifique, avec le projet d'intervention, le POUR, qui est d'opérationnaliser le dispositif du patient partenaire dans la région, la participation de l'ensemble des acteurs, j'y reviendrai, et un projet scientifique de recherche qui est la caractérisation du processus d'émancipation par la RI. En quelques mots, donc la recherche-intervention se définit comme un acte politique émancipateur au sens plein du terme. Et quand on regarde d'un peu plus près, très peu de recherches, voire aucune, s'intéressent à regarder les déplacements des acteurs lorsqu'ils participent à une recherche-intervention. Et donc, la transformation, on va dire, de la société, du social, soulève la question de l'évaluation de l'émancipation et pour la rendre beaucoup plus opérationnelle, de la sortir du registre un peu incantatoire en dépassant le syncrétisme qui lui sert parfois de refuge. Là, je reprends les propos de Jean-François Marcel. Et donc, nous avons osé l'émancipation comme objet de recherche. Ça veut dire quoi, oser l'émancipation? Est-ce qu'il y a véritablement un croisement des savoirs? J'y reviendrai au sein de ce dispositif du tiers-espace. Est-ce que le projet politique de la recherche-intervention est-il vraiment effectif? Est-ce qu'il y a des déplacements, des transformations qui peuvent être repérées quand on met des acteurs ensemble pour co-construire le changement, et une modélisation peut-elle être proposée? Par rapport à ça, cette recherche est basée sur des choix théoriques qui sont donc importants. C'est la construction des lunettes avec lesquelles on regarde cette réalité. Donc, je me suis appuyé sur la génétique de la pédagogie critique de Paolo Freire, qui a beaucoup travaillé sur les savoirs existentiels de l'usager. J'ai également travaillé à partir de la démarche de croisement des savoirs qui a été développée au sein de l'association ATD Carmonde, donc qui est résolument engagée autour de la précarité et qui ont été les premiers à s'engager dans des démarches participatives où le bénéficiaire des actions d'ATD Carmonde fait partie de la démarche de recherche. Et on appelle ça, et donc des chercheurs qui étaient engagés avec ATD Carmonde ont développé une approche théorique qu'ils ont nommée le croisement des savoirs. Donc, j'ai rien inventé puisque rendons à César ce qui est à César, c'est bien la démarche reprise d'ATD Carmonde. Et enfin, je me suis appuyé également sur l'analyse stratégique de Crozier et Friedberg, l'analyse stratégique, sur la posture des acteurs quand ils sont engagés dans un système que peut définir le tiers-espace socio-scientifique. Pour faire tout ça, je me suis appuyé également sur un protocole de recherche qualitative pour comprendre ce qui se passe. Donc, puisque je me suis défini comme chercheur patient, j'ai choisi une approche qu'on appelle phénoménologique avec l'époqué. L'époqué, ça veut dire que le chercheur, quand il mène une approche phénoménologique, se met complètement en retrait. Il n'arrive pas avec une base théorique d'explication ou des schémas tout faits, des grilles d'analyse des choses. On reste très centré sur ce que disent les acteurs, notamment par des entretiens qui, en l'occurrence, ont été non directifs, des entretiens d'explicitation. Je me suis également appuyé sur la théorie des moments lors de ces entretiens. Et enfin, pour analyser tous ces discours des acteurs, je me suis appuyé sur l'analyse interprétative phénoménologique de Smith, qui là aussi se centre sur le vécu de l'acteur et sur le propos de l'acteur. Et donc, a été mis en place une approche systémique de l'accompagnement partenariat en santé sur l'ensemble du territoire Occitanie. Quand on regarde d'un peu plus près
les acteurs qui ont été engagés. Donc, 67 acteurs pluriels ont été engagés au sein de divers groupes, que ce soit le comité de pilotage, le comité opérationnel, le CRIAPS, le comité régional d'impulsion et d'analyse du partenariat en santé, et 7 groupes de travail qui ont été opérants pendant les 3 années de la recherche-intervention. Le CRIAPS, les acteurs, ont été composés de membres de l'ARS, des instituts de formation de la région, des établissements de santé, les professionnels du premier recours, les associations en santé et les personnes qualifiées. En tout, il y a eu 127 réunions sur les 3 ans, malgré le Covid, et 4 workshops, donc des réunions beaucoup plus larges, avec plus de 400 participants qui ont contribué à la réflexion et la co-construction du changement du partenariat en santé. Enfin, notons que tout le long de cette recherche-intervention, il y a une vraie dynamique régionale qui s'est opérée. Alors, d'une part, je l'ai dit tout à l'heure, le projet régional de santé qui a mis comme priorité le partenariat, la CRSA qui a été embarquée dans le projet. Il y a également eu des appels à projets pour amplifier le partenariat en santé dans la région, l'organisation du 2e colloque sur le partenariat de soins avec les patients à Toulouse, etc., etc. Donc, une vraie dynamique s'est engagée durant ces 3 ans. Sur le volet recherche, donc je vous l'ai dit, il y a eu un recueil qu'on appelle longitudinal sur la durée, avec 56 entretiens. 29 personnes ont été interviewées en début de recherche-intervention, 27 en fin de recherche-intervention. Et donc, on a pu travailler autour de 6 groupes d'acteurs, les professionnels de santé du soin, de la formation professionnelle, de la qualité des patients, les RU et les représentants de l'Agence régionale de santé. Et donc, comme je vous le disais, ces acteurs ont co-construit un certain nombre de documents, se sont réunis près de 127 fois, et donc le recueil des entretiens avant et après la recherche-intervention a été là pour essayer de caractériser qu'est-ce qui se passe pendant que les acteurs sont engagés dans cette recherche-intervention. Et donc, je vais maintenant présenter plus les résultats de la recherche-intervention, puisque le temps était court, a pu être mis en présence pendant ces 3 ans, effectivement, l'existence de 3 types de savoirs. Les savoirs existentiels de l'usager, du patient, les savoirs d'action des praticiens, des professionnels, et les savoirs scientifiques de chercheurs. Quand je dis qu'ont pu être identifiés, chacun des savoirs sont bien, se caractérise par une origine, par une validation bien différente. Lors de ce tiers-espace socio-scientifique, s'est opéré, comme a pu le définir les chercheurs qui ont travaillé avec ATD Quart Monde, un véritable croisement des savoirs qui a permis l'hybridation, la création d'un nouveau savoir hybride utile à l'action. Et moi, c'est ce que j'appelle, dans ma modélisation de l'émancipation dans la RI, un axe épistémique. L'épistémologie, c'est la connaissance, la manière dont se crée la connaissance. Donc, effectivement, il y a création d'un nouveau savoir pendant cette recherche-intervention, un savoir utile pour mettre en œuvre le partenariat en santé. Ce qui est également important, et c'est ce qu'ont dit les acteurs, c'est qu'ils font une expérience. Et là, je me suis adossé aux travaux du philosophe américain John Dewey, qui a beaucoup travaillé sur l'expérience et la valeur de l'expérience, qui m'a permis de dire, en m'appuyant sur Dewey, que pendant ces 3 années, ces 127 réunions, les acteurs ont vécu une expérience, et je reprends Dewey, propulsive. Ils ont vécu une expérience de l'altérité, la rencontre de la différence, et ils ont pu vivre le partenariat, faire l'expérience du partenariat. Et c'est cette expérience que moi je reprends, donc en reprenant Dewey, propulsive, qui a permis
d'une part des transformations au niveau collectif. Alors, premier type de transformation, c'est que les acteurs engagés au sein de ce tiers-espace ont ensemble conscientisé, problématisé, ont pris conscience qu'il y a quelque chose qui n'allait pas, que les professionnels de santé n'étaient pas forcément satisfaits de la prise en soins actuelle, ainsi que les patients. Et ensemble, ils ont pris conscience des problématiques du système de santé, que ce soit dans la formation, dans les soins cliniques, dans les soins éducatifs, etc., etc. À partir du moment où il y a eu cette problématisation collective, ils ont pu se projeter sur ce que pourrait être le partenariat dans les soins, dans la formation. Donc, ils ont véritablement imaginé un avenir commun avec des valeurs communes. À partir du moment où ils se sont projetés, ils ont pu co-construire. Et donc, ils ont notamment co-construit des supports, des supports, des outils utiles pour mettre en œuvre le partenariat, des supports, je peux le dire, qui existent et qui sont téléchargeables sur le site du COPS, du Centre opérationnel du partenariat en santé, donc téléchargeables sur le site partenariat-en-santé.org. Et enfin, et ça sont les acteurs qui le disent, ils se sont formés au partenariat. À un niveau plus individuel, les acteurs ont effectué des déplacements. Premier type de déplacement, donc on est bien au niveau de l'acteur. Des déplacements, c'est se situer. Il y a véritablement un déplacement de l'identité d'abord personnelle, autour de l'image de soi, de ses limites, d'une remise en cause personnelle lors de ces 3 années. Et cette remise en cause personnelle a permis aussi une remise en cause professionnelle. Et donc, ce qui veut dire, c'est que les acteurs se situent différemment entre le début et la fin de la recherche-intervention. À partir du moment où on va dire, ces postures professionnelles et personnelles se déplacent, il y a également un engagement et des pratiques professionnelles qui sont différentes. Donc, il y a un déplacement des pratiques vers un engagement beaucoup plus fort sur le partenariat. Et enfin, en dépassant, je dirais, le cadre du champ de la santé et le partenariat en santé, les acteurs, qu'ils soient patients, professionnels de santé ou institutionnels, parlent d'une transformation de leur vision du monde, notamment autour de la démocratie, de la citoyenneté, donc d'un monde, on va dire, que je vais qualifier de plus éthique. Donc, vous voyez avec cette slide comment moi je suis arrivé à une représentation de la caractérisation de l'émancipation au sein de ce tiers-espace et au sein de la recherche-intervention qui était l'objet de ma recherche. Hein, je le rappelle, mais qu'est-ce qui se passe pendant que des acteurs différents sont ensemble pour co-construire le changement et notamment le partenariat en santé? Et donc voilà comment j'ai pu symboliser au travers de cette image cette confluence des savoirs. On retrouve en haut à gauche un chant, et là je fais une allusion à Paulo Freire, hein, qui parlait des savoirs existentiels de los campesinos, donc au Brésil, hein, les savoirs expérientiels de l'opprimé. Hein. Vous voyez l'hôpital, vous voyez l'université, avec des îles, hein, et avec des acteurs qui ont, je dirais, plutôt tendance à ne pas se croiser. Ce moulin à eau, hein, où il y a ce croisement qui produit d'énergie, que je qualifie d'émancipatrice, et qui permet de bien vivre ensemble. Voilà pour cette, je dirais, courte présentation. Hein. Moi, j'avais voilà, 28 minutes. Donc, j'avais 30 minutes pour vous parler de cette recherche-intervention. Et donc maintenant, parce que peut-être que ça a été un petit peu rapide, j'aurai à cœur de répondre à toutes vos questions. Merci beaucoup, Patrick, pour cette présentation qui est riche. Ce que je vous propose, c'est de passer un temps d'échange et de profiter de la présence de Patrick parmi nous qui va pouvoir répondre à vos questions en direct.
Pour le moment, je n'ai pas vu de questions dans le chat, mais si quelqu'un veut prendre la parole, n'hésitez pas à lever la main. Vous avez le petit icône en bas, réaction, par lequel vous pouvez passer pour prendre la parole ou pour la demander. Il y a Samy qui dit, on voit bien que ça prend du temps, le changement. Oui, ça prend du temps. On pourrait peut-être questionner Patrick sur le temps. Tu l'as précisé un petit peu entre le début et la présentation, combien de temps sur ton travail? En fait, la thèse a duré 4 ans. Et effectivement, l'Agence régionale de santé Occitanie a été très facilitante, puisque donc, elle a été commanditaire. Pendant 3 ans, il y a eu 127 réunions. Il a fallu que les personnes, les personnalités se rencontrent. Donc, il a fallu créer déjà 7 ans de rencontres. Le Covid n'a pas simplifié parce qu'il a fallu passer du présentiel à du distanciel et puis revenir au présentiel. En tout cas, ce qui est à noter, c'est qu'au fur et à mesure, je dirais des 3 ans de l'intervention, et j'ai mis 1 an pour écrire la thèse, c'est qu'il y a eu de plus en plus d'acteurs engagés, notamment dans les groupes de travail, puisqu'à la fin, le CRIAPS, Comité régional d'impulsion et d'analyse du partenariat santé représenté, était composé de 67 membres, et que petit à petit, de plus en plus de membres se sont engagés dans les groupes de travail, jusqu'à avoir plus d'une cinquantaine de personnes dans les groupes de travail, et qui se sont réunis très, très régulièrement en autogestion, puisque c'est le propre de la démarche participative. Ce sont les acteurs dans chacun des groupes de travail qui ont organisé leurs objectifs, leurs modalités de travail. Donc certes, j'ai animé ces 127 réunions, assurer les comptes rendus, mais ce sont les acteurs qui se sont pris en main pour se donner leurs propres objectifs, leurs modalités de travail. Donc oui, ça a pris du temps, effectivement. Du coup, tu parles du travail de ces groupes et de ces acteurs. Tu mets en avant dans ta recherche-intervention, recherche-intervention, l'expérience vécue par les acteurs dans le cadre de cette recherche. Qu'en est-il de la valeur des supports dont tu as parlé et qu'on peut donc retrouver à disposition sur la plateforme partenariat-en-santé.org? C'est une question importante que tu poses, Amanda. C'est que souvent, on fait référence à des modèles. Alors, il y a le modèle de Montréal, il y a il y a des Belges, voire des Italiens. On pourrait parler maintenant de l'expérience d'Occitanie. Il y a des supports qui existent, il y a des écrits. Pour la recherche-intervention en Occitanie, certes, on avait en tête des modèles, des modélisations du partenariat, mais au final, ce que montrent les résultats de cette recherche, que rien ne vaut l'expérience. Et donc, à un moment donné, quelque part, c'est même gagner du temps que de prendre le temps de créer les conditions de l'expérience pour que ça soit une expérience propulsive. À un moment donné, ce qui fait vraiment changement et ce qui fait le déclic, je vous ai parlé de transformation, de déplacement, de changement des identités individuelles et professionnelles, c'est notamment l'altérité et l'expérience du partenariat, mais surtout, je dirais, l'expérience de l'altérité. Et que ça ne se fait que dans le vécu, que dans la manière dont on vit le partenariat. Et rien ne peut remplacer ça. Alors, il peut y avoir des supports qui existent par-ci, par-là, des écrits, des modèles, mais moi, une de mes conclusions, c'est que si on ne vit pas l'altérité, véritablement la rencontre avec la différence, des patients, des RU, enfin des patients qui rencontrent des RU qui rencontrent des patients, parce que ce n'est pas forcément la même chose. Je rappelle que 40% des RU en France, ce sont des professionnels de santé. Que des patients des RU rencontrent des professionnels et que les professionnels rencontrent des patients des RU. Quand je dis rencontre de la différence, c'est qu'il y a une forme d'empathie aussi sur la compréhension du monde de l'autre. C'est-à-dire que, et là on est vraiment dans le cadre de la bienveillance, de l'altérité, on n'est pas dans le jugement, comprendre dans lequel l'autre vit et quel est son prisme,
quelles sont ses lunettes, sa vision épistémologique, hein, comment se construit la connaissance de l'autre. Je dirais quelque part, personne n'a de mauvaises intentions. Tout le monde fait de son mieux. Et quand on comprend ça et quand on le vit, malgré qu'il peut y avoir des points de vue divergents, mais de se dire et de l'avoir vraiment dans les tripes quelque part, l'idée que la personne avec qui j'ai un point de vue différent fait le mieux qu'il peut et a de bonnes intentions, mais là se crée vraiment l'altérité. Et à partir de là, c'est l'abord du vrai partenariat. Ce qui pose les conditions quand même méthodologiques pour que s'opère véritablement cette rencontre. Aujourd'hui, le partenariat en santé est un petit peu à la mode. On le met à toutes les sauces. On peut peut-être se poser la question si des fois il y a un véritable partenariat. En tout cas, pour répondre à ta question, Amanda, parce que j'étais un peu long, oui, j'affirme que rien ne vaut l'expérience et notamment l'expérience de l'altérité. Merci. Alors, je vais donner la parole à Sandra qui a levé la main et puis je vois qu'il y a une question dans le chat ensuite. Sandra, je te laisserai activer. Oui, merci Amanda. Oui, je voulais rebondir justement sur ce que Patrick, vient d'évoquer. Et effectivement, l'expérience, c'est parce que on va pas se mentir, c'est difficile le changement, comme on disait tout à l'heure, et trouver sa place en tant que patient partenaire dans des structures très verticales jusqu'à aujourd'hui, et essayer de changer, de faire passer ça en une sorte d'horizontalité ou en tout cas de transversalité, c'est compliqué. Et à un moment, il faut se lancer, en fait. Il y a beau y avoir des modèles, des choses, je crois que vraiment, il faut se lancer. Et c'est super quand ça fonctionne à un endroit, parce que du coup, on peut le prendre, on peut dire, voilà, on ne vient pas juste parler ou exposer un projet ou quelque chose. Voilà, là, ça marche. On a envie de dupliquer ça. Et je pense que ça ouvre des portes par rapport au PACLO dont on avait parlé, l'accompagnement Covid long en Occitanie. Ben, ça y est, c'est en route, ça fonctionne. Et donc maintenant, notre souhait, c'est de dupliquer ça aux autres régions de France et de le proposer à d'autres partenaires dans les autres régions. Donc voilà, c'est juste pour enfoncer le clou. Oui, effectivement, le fait d'agir, de se lancer et de faire une première expérience, même si c'est un petit peu une bataille, ben après, quand ça porte ses fruits, on utilise ça et on se dit, OK, maintenant, ça marche ici, donc ça doit marcher ailleurs. Et on va prouver que ça marche. Donc voilà, merci en tout cas pour la présentation, Patrick. C'était super intéressant. Merci. Ça, c'est le lien avec le commentaire de Samy dans le chat qui témoigne de la difficulté justement à convaincre les acteurs. Il y a un message d'Amélie Larger, excuse-moi, mais dans le chat qui dit tu dis que tout le monde a été transformé dans cette expérience. Peux-tu nous en dire plus sur la nature de ces changements? Est-ce qu'ils sont de même nature ou spécifiques en fonction de son rôle dans le partenariat? Bien clair, bien précis. Merci Amélie. Donc, effectivement, moi, je n'ai pas forcément détaillé la nature de ces changements. Au niveau de l'acteur, j'ai parlé de déplacement et niveau collectif de transformation. Au niveau de l'acteur, effectivement, on est sur quelque chose de transverse. Quelle que soit sa place, quel que soit aussi son statut, qu'on soit patient, RU, professionnel de santé engagé dans le soin ou dans la formation. Quand je parle d'identité personnelle, on est sur l'image de soi, la confiance en soi, la connaissance de soi. Et donc, les acteurs ont été assez prolixes pour parler d'eux, et en termes d'identité professionnelle aussi. Et quelque part, quand je parle d'identité professionnelle, au sens large du terme, là, je ne vise pas que les professionnels de santé. Je vise aussi les patients partenaires qui ont un rôle social, le RU qui a un rôle social, donc qui a également une posture sociale, une posture professionnelle, qui voit également, par exemple, les RU qui ont été, je dirais, bousculés lors de cette recherche-intervention, puisqu'effectivement, on passe de la représentation au partenariat. Dans la représentation, je représente la voix du usager, je veux me faire entendre.
Dans le partenariat, je co-construis, je co-décide et je suis co-responsable. Donc, ça veut dire qu'à un moment donné, quand le groupe produit quelque chose, ce n'est pas les autres qui ont produit, mais je fais partie du groupe qui a produit. Et donc, je ne suis plus dans une défense de position, puisque je suis solidaire de ce que tout le groupe a produit. Donc, je ne suis quelque part, je dirais ça, pour prendre cet exemple du RU, je ne suis plus dans la représentation. Je ne représente plus au bout d'un moment, dans un groupe de travail. Tout à l'heure, on a parlé d'horizontalité, Sandra a parlé d'horizontalité. Il y a une horizontalité entre les professionnels, les chercheurs, donc les patients, les RU. Et c'est ça qui va permettre véritablement de faire les changements. Donc, effectivement, après la nature, quand je parlais de l'engagement, là, pour aller dans le détail, il faudra aller un peu plus dans la thèse. Et après, de la vision du monde aussi, que j'ai pu caractériser dans la thèse, ça me permet de dire qu'elle sera dans quelques temps en ligne, gratuitement, puisqu'elle sera disponible dans HAL, pour ceux qui connaissent. Ok, merci Patrick pour la réponse. On a une question de Catherine Corbeau, notre confrère chargé de projet pour le COPS. Il faut réactiver ton micro, Catherine. Merci beaucoup, Patrick. Juste sur ta dernière intervention, pour ceux qui connaissent et pour ceux qui ne connaissent pas, tu pourras préciser c'est quoi le HAL et comment on y a accès. Tu parles beaucoup de changement, de transformation, et dans les références, c'est vraiment intéressant de voir Paulo Freire, c'est la pédagogie des opprimés, ATD, c'est un changement assez radical par rapport à des inégalités qui sont inacceptables. Et là, tu présentes, c'est peut-être volontaire, mais je veux savoir si une vision plus soft du changement où on se donne la main et on construit ensemble. C'est à quoi j'adhère tout à fait, hein, c'est vrai. Mais quid à la fois de ses origines et de ses ambitions, de ses méthodes, qui sont pour des transformations assez radicales, y compris du pouvoir des personnes, des patients, des usagers, par rapport à un pouvoir institutionnel, administratif, médical, il y a plein de pouvoirs différents, qui peut être opprimant. Voilà. Je ne sais pas si j'étais claire. Si, c'est très clair. C'est très clair. Alors, déjà, ta première question, Al, en fait, c'est tout ce qui est science libre, science directe. Donc, il y a de plus en plus de chercheurs qui pensent que la science doit être au service de la cité et qui mettent à disposition de manière libre, la science libre, les résultats de recherche sur le net. Hein. Et donc, HAL, est un dispositif de science libre. Donc, quand on cherche un article de recherche ou voir une thèse, on tape le titre et le fait qu'il soit déposé sur HAL fait que c'est gratuit, en fait. C'est la science libre gratuite, voilà, et accessible à tous. Donc ça, c'est pour HAL. Par rapport à ce que tu dis, en fait, je suis complètement d'accord. Moi, je l'ai pas détaillé aujourd'hui, puisque dans une partie de la thèse, je travaille sur caractériser le changement que représente le partenariat. Et notamment, je parle de changement rupture, de changement paradigmatique et de changement systémique. Ça veut dire que c'est pas, et j'emploie même le terme de révolution. Alors peut-être pas comment Paulo Freire prend ce terme, mais effectivement pour le système de santé aujourd'hui tel qu'il est construit depuis, je dirais même le milieu de la Renaissance, avec le tournant organiciste du milieu de la Renaissance, là, on est vraiment dans une révolution pour notre système de santé. Donc ça, c'est le premier point. Donc, ce n'est pas un changement dans la continuité, c'est vraiment un changement en rupture. Mon directeur de thèse me parle de bifurcation. Aujourd'hui, c'est une bifurcation dans l'évolution du système de santé. Ça, je pourrais peut-être en parler un petit peu plus. Autre chose, effectivement, chez Freire, il y a les opprimés et les oppresseurs. Là où je me différencie, sans doute de Paulo Freire,
c'est que moi, j'ai pu montrer dans la thèse que les opprimés sont aussi les oppresseurs. Quand je dis ça, c'est que un patient, on pourrait dire les patients sont les opprimés, mais les patients participent à leur propre oppression. Et donc, ils deviennent les oppresseurs également par rapport aux professionnels de santé. Et inversement, quand je parlais de conscientiser, problématiser, qu'on retrouve dans l'éducation dialogique et conscientisante de Freire, dans cette phase de conscientisation, les acteurs, quels qu'ils soient, prennent conscience de leur rôle aussi par rapport à ce qui se joue dans le système de santé et prennent conscience qu'ils sont également acteurs, même s'ils sont passifs, certains, mais ils sont acteurs de cette passivité et ils encouragent en fait ce qu'ils subissent. C'est en ce sens où ils sont à la fois oppresseurs et opprimés. Voilà. Bon, ça mériterait d'aller beaucoup plus loin. Je vois qu'il est 13h25, je ne voudrais pas saouler, mais d'une part, tu as raison, c'est un changement rupture. Et d'autre part, une petite comment dire, évolution par rapport à la position de Freire et d'ATT Carmonde. On est moins sur des opprimés pour la révolution contre des oppresseurs. Et je suis plus dans une vision peut-être plus bisounours, hein, mais où chacun prend conscience de son rôle oppresseur-opprimé. Voilà. Merci Patrick. J'ai vu une main se lever et se rabaisser aussitôt. Et gestion de pôle, effectivement, je ne sais pas si c'était volontaire ou pas. Finalement, il y a une réponse à la question. Bon, il nous reste 4 minutes. Est-ce qu'on peut… il y a une question. Okay. Non, j'avais rebaissé la main parce qu'effectivement, j'ai une question, mais c'est un peu… peut-être que ce sera un sujet qu'on pourra aborder avec Patrick plus tard. Parce qu'en fait, là où on travaille, là où moi je travaille au pôle ETP Île-de-France, et effectivement, on a des sujets un peu similaires. Et là où je travaille et que ça m'interroge, c'est la question de l'essaimage, en fait. Une fois qu'on a fait ces pratiques-là, une fois que les acteurs ont expérimenté, à quel point ils se l'approprient et à quel point ils sont capables de reproduire ce partenariat ou la coopération en santé, moi je suis plus dessus, ailleurs, en fait, et quels sont presque les points clés, en fait, pour pouvoir se l'approprier et finalement essaimer à son tour, quoi. Alors ça, on n'en a pas encore parlé, mais ce qui a été prévu pendant le CRIAPS, la recherche-intervention, et les acteurs ont demandé ça dès le départ, c'est qu'ils voulaient une structure régionale d'appui au partenariat. Et donc là, vous en voyez un exemple, le COPS, qu'a présenté Amanda tout à l'heure. Le COPS a été créé pour prendre le relais de la recherche-intervention. Donc en Occitanie, il y a une structure régionale d'appui, d'accompagnement au partenariat. Je ne vais pas reprendre l'émission, puisqu'Amanda l'a fait tout à l'heure, mais le COPS, qui est également financé par la RS Occitanie, voilà, s'inscrit dans la continuité de la recherche-intervention. Et c'est pour ça qu'on vous disait, les documents sont téléchargeables sur le site, il y a des missions d'accompagnement de l'équipe opérationnelle. On est vraiment là dans l'essaimage. Et juste en 2 mots, c'est que ce COPS est ancré vraiment dans une démarche participative avec un comité de partenaires, avec une gouvernance qui incarne le partenariat. Il y a dans l'équipe opérationnelle des patients, des proches aidants et des professionnels de santé. Là, vous voyez Claude à l'écran. On a vu tout à l'heure Catherine Corbeau, Amanda, Isabelle Aiglin du CHU de Nîmes. Et qu'aujourd'hui, tout ça permet aux acteurs qui ont participé à la recherche-intervention d'être des ambassadeurs dans la structure. Je vais être peut-être un peu bisounours pour reprendre, mais effectivement, il y a une magnifique dynamique aujourd'hui dans la région parce qu'elle est entretenue notamment par le COPS. Et on peut le dire sans dévoiler des secrets que dans le prochain PRS, de nouveau, il y aura des choses autour du partenariat. D'ailleurs, on peut même dire que ce webinaire est la continuité de cette recherche-intervention, puisque c'est par le COPS qu'elle est possible, et donc que ce webinaire est possible. Donc, finalement, vous faites presque partie de la recherche. Je vois qu'il reste encore un petit peu de temps. Moi, j'aurais envie d'intervenir sur quelque chose qui me gratouille actuellement. J'allais y venir. Vas-y, on va pas poser la question. Tu veux que je te pose la question? Est-ce que c'est la même chose? C'est pas sûr. Je pense que si.
On parle de plus en plus du patient partenaire dans la recherche. Est-ce que c'est le bon sujet? Oui, c'est ça, c'est ça. Bon, est-ce que tu veux bien nous dire ce que tu en penses? Et c'est vrai que ça me gratouille. Ouais. Parce que alors la recherche devient un nouvel Eldorado. Oui, le partenariat dans la recherche. Et on confond souvent le partenariat avec la démarche participative. J'ai toujours en tête là un graphique où on voit les niveaux d'engagement du patient dans le système de santé. L'information, la collaboration, la consultation, la participation et le partenariat. Quand on parle de partenariat dans la recherche, qu'on soit bien plus clair, on parle de co-leadership, on parle de co-décision, de co-responsabilité et de co-évaluation. Et donc, à un moment donné, on ne peut pas s'improviser dans la recherche comme chercheur. Je veux dire, à un moment donné, c'est issu d'un parcours. Vous voyez qu'on peut avoir un vocabulaire que seuls les chercheurs comprennent. Et que c'est, quand on dit co-décision, il faut avoir simplement les codes aussi de la recherche. Donc, moi, je fais une vraie différence entre la démarche participative, le patient qui participe à des recherches, qui est une chose, et le partenariat dans la recherche, qui est autre chose. Pour pouvoir co-décider, pour pouvoir avoir ce qui est la base du partenariat, l'horizontalité entre des chercheurs et puis des patients, on peut pas s'improviser dans la recherche. Donc, c'est vrai que ça me gratouille un petit peu quand je vois que de plus en plus des patients, des patients chercheurs, moi je me définis comme chercheur-patient, parce qu'on est d'abord dans la recherche, et que c'est pas le plus simple. Voilà. Mais je vois que ça passe, le temps passe, donc. Alors, il reste encore quelques questions. A priori, tout le monde nous dit au revoir. Bon, a priori, merci, c'était très intéressant. J'espère vous contacter bientôt. Au revoir Marie, à bientôt. Il y a une question du CHU de Nîmes. On va prolonger un peu de quelques minutes. On va essayer de pas trop vous retenir parce que il y aurait tant à dire sur cette recherche. Il faudrait consacrer un séminaire. Ah, Karim. Oui, si bonjour Karim. On t'entend de loin. Vous m'entendez de loin. Je dois avoir le micro qui ne doit pas être branché. Merci Patrick pour cette présentation. Ah. Tu parlais de recherche, mais voilà. Tu as parlé du CHU de Nîmes, et CHU de Nîmes et de la recherche clinique maintenant, avec un projet ou deux, qui se fait dans une véritable démarche de partenariat avec des patients partenaires impliqués dès le comité de pilotage et dans la co-décision. Voilà, c'était pour illustrer ton propos. Merci. On n'a pas d'autres questions. Oui, vas-y. Non, mais je crois qu'on arrive effectivement un petit peu au bout. Alors, j'ai juste un petit mélange dans tous mes écrans. Je suis désolée. Est-ce que vous voyez, j'ai repartagé effectivement l'écran, est-ce que vous voyez bien ce qui est partagé ou pas? Ou est-ce que oui, je me permets, hein, j'en profite. Oui. Super, merci. Il me semble que j'ai vu une main se lever à nouveau. Sandra, peut-être c'était oui. ça? Ouais, vite fait. Allez, vite fait. Oui, c'est très rapide. Patrick, tu parlais de ce schéma en fonction de l'investissement et de l'implication d'un patient dans tout ce qui est du domaine de la collaboration ou du partenariat. Alors, j'en ai vu plusieurs. Je ne suis pas toujours convaincue par ces dénominations. Et tu faisais référence auxquelles? Alors, il est disponible en ligne sur partenariatsanté.org, non, Claude, Amanda? Oui, alors il y a toutes les fiches qui sont accessibles, les fiches Agir, il y a un référentiel de compétences. Il y a votre glossaire aussi, ça je l'avais vu, mais je ne me souviens pas d'un schéma. Dans le chat, effectivement, il y a tous les documents produits dans le cadre, effectivement, notamment de la recherche-intervention. Okay. Alors, ils sont nombreux et variés. C'est notamment ceux des niveaux d'engagement dans la ROCO HAS.
dans la recommandation HAS sur soutenir et encourager l'engagement des usagers dans le système de santé. D'accord, merci. Moi, je veux bien dire un petit quelque chose, si on a encore 2 secondes. Allez, 2 secondes. Bon, moi, je suis Catherine. C'est juste pour dire que, pour rebondir ce que disait par rapport à l'engagement et surtout comment on fait l'expérience. Si on fait l'expérience propre d'un changement, on ne peut que et que ça a changé son propre façon de penser, on ne peut que en parler. Du coup, et c'est ça l'essaimage. Voilà, c'était juste pour faire rebondir par rapport à l'essaimage. J'avais une question, je ne sais plus de qui. Et l'expérience fait qu'on a envie d'avancer. Et du coup, aussi bien pour les professionnels que les personnes elles-mêmes, patientes, ça devient indispensable. Voilà, c'était juste ce que je voulais dire. Mais alors, merci Catherine. Donc, ça me permet de renforcer dans ce que j'appelais les déplacements. Dans un moment, j'ai marqué se situer, s'engager. Et effectivement, comme Catherine le dit, c'est parce qu'on fait évoluer son identité personnelle et professionnelle qu'après, il y a un vrai engagement pour le partenariat. Et que c'est vraiment lié, et c'est ce que la recherche a mis en exergue. Parfait, ouais. Alors, je sais qu'on va tous être frustrés, mais comme toutes les bonnes choses ont une fin, et puis qu'effectivement, on va essayer de remplir le contrat de ces déjeuners du partenariat en santé. C'est des temps courts, effectivement, malgré tout, pour essayer d'être ensemble, de partager, d'échanger et se nourrir de différentes choses, mais forcément, on dit temps court justement pour permettre d'en profiter, voilà, peut-être en dehors de ces contraintes personnelles, professionnelles et ainsi de suite. Donc, même si on pourrait aller bien plus loin et continuer, on vous propose effectivement de clôturer. Juste, voilà, peut-être Patrick pour conclure malgré tout, et du coup, terminer par toi, peut-être un dernier mot de ta part. Tu veux que oser vivre le partenariat, même si plutôt que de se dire mais comment on fait, c'est quoi les modalités, tout ça, il faut plonger dans le bain, et puis pour ceux qui sont en Occitanie, ne pas hésiter à prendre contact avec le COPS, qui est chargé d'accompagner le changement dans chacune des structures occitanes. Voilà. Merci Patrick. Justement, effectivement, voilà, dans la continuité, parmi, comme vous l'avez vu, 4 missions principales du centre opérationnel du partenariat en santé, donc qui est la suite opérationnelle du coup de tout ce qui s'est passé dans le cadre notamment de la recherche-intervention. Donc, n'hésitez pas, effectivement, dans le chat, on vous a mis l'adresse de la plateforme dans laquelle vous pouvez effectivement retrouver aussi le calendrier de différentes actions qui sont proposées par le COPS sur la page actualité. Il y a un répertoire, alors c'est vrai que ça concerne plutôt, on va dire, les acteurs de l'Occitanie, c'est sûr, mais il y a le répertoire des acteurs du partenariat en santé qui bientôt, effectivement, sera aussi le répertoire justement des projets, de tout ce qui se passe, de toutes les expériences, toutes les expérimentations, de tout ce qui, effectivement, se vit et se fait en Occitanie, sera aussi disponible sur le répertoire. N'hésitez pas non plus à vous inscrire sur la newsletter pour être informé régulièrement des actualités ou effectivement de tout ce qu'on peut diffuser, parce qu'on ne diffuse pas que des choses, on va dire, propres à l'Occitanie. On essaie d'être le plus large possible. Tout ce qui se passe effectivement en France et ailleurs sur la thématique du partenariat en santé. Et juste effectivement pour les adeptes et les fidèles de ces rendez-vous déjeuner. Donc, le prochain déjeuner du partenariat en santé, donc il aura lieu le 21 septembre 2023. Et le sujet, ce sera autour de la professionnalisation des patients partenaires en Occitanie. Donc, avec différentes choses et exemples autour, effectivement, des fiches missions, des fiches recrutement, enfin voilà, différentes choses.
Tout ça est en train de se mettre en place aussi, donc n'hésitez pas à vous inscrire aussi à ce prochain déjeuner. Comme on l'a dit effectivement au démarrage, donc ce deuxième déjeuner a été enregistré, donc il y aura effectivement le replay qui sera diffusé. On va vous partager aussi du coup les présentations, y compris effectivement la présentation du coup de Patrick. Et puis très prochainement, tu disais Patrick, la thèse disponible effectivement sur HAL, tu sais à peu près quand ou pas? J'ai peut-être pas entendu moi. Franchement, je ne sais pas, comme ça ne dépend pas de moi maintenant, ça dépend de l'université. En tout cas, ils ont tous les éléments pour la mettre en ligne, je pense dans les prochaines semaines. Ok, bon, de toute façon, de la même manière, dès qu'elle sera en ligne et disponible, on la partagera nous aussi sur la plateforme et puis via nos réseaux sociaux, on fera une info effectivement là-dessus pour que chacun puisse aller se nourrir encore un peu plus de tous ces travaux. Tu nous as donné l'eau à la bouche pour aller un peu plus loin et lire la thèse dans sa globalité. En tout cas, merci beaucoup à toutes et à tous d'avoir pris ce temps avec nous, d'avoir participé activement et puis au plaisir de vous retrouver très prochainement.